Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés. Auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow! À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui dit Nature consacré à la fièvre de nos enfants. La fièvre est l'un de ces symptômes ou manifestations les plus courants chez les enfants et peut-être les plus inquiétantes pour les parents, surtout pour ceux qui se prêtent à l'exercice pour la première fois. Je reçois de nombreux messages de ma communauté en relation à la fièvre. Beaucoup des parents que je reçois également en consultation en ligne me posent beaucoup de questions autour de la fièvre. Faut-il s'en inquiéter? Faut-il donner tout de suite un comprimé? Est-ce que mon enfant risque de mourir? J'adore le projet Qui dit Nature car il me sort toujours de ma zone de confort. À chaque fois que je suis sûr d'avoir compris exactement ce dont les parents ont besoin, il y a toujours un argument qui m'avait en quelque sorte échappé. La fièvre n'a pas fait exception. Je constate malheureusement que nombreux sont les mythes et les idées fausses autour de la fièvre. Ils peuvent conduire en réalité à des comportements qui peuvent être à la fois inutilement alarmistes et qu'il y a des erreurs surtout dans la prise en charge de l'enfant. Alors, soyons clairs, se tromper, faire des erreurs, c'est le passage obligatoire vers l'apprentissage. Disons vers une parentalité consciente et épanouie. N'importe qui soutient le contraire vous ment en quelque sorte. Cela reviendrait à s'imposer de connaître la solution avant d'avoir commis une erreur. L'erreur est donc quelque chose de merveilleux. Dans cet épisode sur la fièvre, nous allons passer en revue certains de ces mythes et essayer de les démystifier. Nous allons également parler de ce qu'il faut faire si votre enfant a de la fièvre et quand est-ce qu'il serait temps de consulter un médecin. Alors, laissez-moi vous faire une promesse. Si vous écouterez cet épisode jusqu'à la fin, je vous promets que vous aurez toutes les cartes en main pour en savoir plus et pour ne plus devoir dépendre des avis autrui. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à apprendre tout ce que vous devriez savoir sur la fièvre chez les enfants. Car, incroyable mais vrai, qui dit fièvre dit vitalité. Petite disclaimer. Ces conseils ne sont pas valables pour tous ces enfants qui ont moins de 3 mois d'âge. Pourquoi? Car un bébé avec une fièvre supérieure à 38,5 durant les premières 3 mois de sa vie a une probabilité d'environ 20% d'avoir une pathologie grave, comme par exemple la septicémie, la méningite ou alors la pyélonéphrite. Le même enfant, avec la même température, mais à 6 mois d'âge, aura moins de 2% de chances d'avoir une pathologie de ces genres. Alors, à quoi elle est due, la fièvre?
J'espère que personne ne s'attendait à quelque chose du genre une réponse immunitaire, un symptôme bénin ou encore à une hausse des températures corporelles. Alors bien sûr, une fièvre pourrait être définie sous toutes ces manières-là, mais je trouve que ainsi on y perd un tout petit peu, si vous voulez, la magie sous-jacente à cette prouesse physiologique. Je commencerai donc par l'évidence. En effet, le fièvre est un mécanisme de force du corps de nos enfants. Oui, vous avez bien entendu, une réponse d'un corps que pour produire ce mécanisme de défense, doit déployer énormément d'énergie. Fièvre ne rime donc pas avec faiblesse, mais plutôt il s'agit d'un indicateur de santé. Alors la fièvre nous signale que le corps de nos enfants réagit correctement, qui réagit bien. Tout pédiatre le sait, la fièvre chez les enfants est un processus d'apprentissage pour le corps. Cela est dû en grande partie au fait que la fièvre est une réponse naturelle du corps, à une infection par exemple ou à une inflammation. Cette réponse donc stimule le système immunitaire et aide l'organisme à combattre l'infection. Lorsque le corps de nos enfants est donc exposé à un agent pathogène ou alors à une inflammation, il libère des substances appelées pyrogènes qui signalent au cerveau en quelque sorte qu'il faut augmenter la température corporelle. Alors cette élévation de la température corporelle s'appelle la fièvre. Donc cette réponse a plusieurs effets bénéfiques pour l'organisme. Alors tout d'abord, la fièvre augmente l'activité du système immunitaire. Cela veut dire que la fièvre peut également ralentir la croissance et la reproduction de certains virus ou bactéries, ce qui aide également grandement le système immunitaire à combattre l'infection. En outre, la fièvre peut favoriser la libération de certaines hormones et protéines qui ont des effets, encore une fois, très bénéfiques sur le corps. Alors on les appelle techniquement des interleukines 1, mais en gros, retenez tout simplement qu'ils stimulent la production de cellules immunitaires et qu'ils favorisent la cicatrisation dans le cas d'une blessure ouverte. En résumé, la fièvre, donc de l'enfant, nous devrions plutôt la considérer comme un processus d'apprentissage pour leur corps, car elle stimule le système immunitaire à l'aide de l'organisme pour combattre les infections et il en garde une mémoire, de manière à avoir une meilleure réponse la prochaine fois qu'il devrait rencontrer ce même pathogène. Mais alors, pourquoi, en tant que parents, nous avons aussi peur de la fièvre? Alors oui, le corps médical l'admet aujourd'hui. On a longtemps cru que la fièvre était dangereuse car elle était retenue, si vous voulez, responsable des crises convulsives, de changements de comportement des enfants. Les nouvelles connaissances permettent en réalité aujourd'hui au corps scientifique de pouvoir affirmer sans crainte qu'il faut transformer cette façon de comprendre la fièvre. La fièvre n'est pas responsable de tous ces événements. Si on veut être un tout petit peu plus précis, si on veut donner quelques chiffres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi de chiffrer un tout petit peu certains des propos que j'ai dans mes épisodes, une fièvre représente une toute petite augmentation de la température corporelle. Donc, normalement, c'est compris entre le 5 et le 10%. Elle ne doit donc pas être considérée comme dangereuse. Bien au contraire. On sait aujourd'hui que la fièvre est un mécanisme très intéressant et donc bienvenu chez les enfants, car elle peut augmenter les défenses et diminuer les multiplications des virus, qui est la principale cause des fièvres. Je pense donc que imposer systématiquement la prise d'un antipyrétique, c'est-à-dire ces médicaments qui baissent la fièvre, comme on le faisait auparavant, augmente en quelque sorte la persistance du virus dans l'organisme. Parce qu'impacter la fièvre en lui empêchant de se déclencher ou en voulant baisser de force ce processus, ne va favoriser que les virus qui sont déjà à l'intérieur de l'organisme. Et ils vont les encourager à pouvoir proliférer. Alors, chers parents, vous qui écoutez ce podcast, je vous invite à rappeler ceci à votre pédiatre, directeur de crèche ou professeur d'école. Respecter la fièvre, c'est respecter son enfant, ainsi que sa croissance. Mais alors, à quel moment la fièvre des enfants devient dangereuse?
Je vous ai promis un épisode clair et à forte valeur informative. Donc effectivement, certains d'entre vous pourront peut-être recevoir cet épisode un peu comme une séance de renseignement, une information. Effectivement, ce n'est pas de la formation que je vous fais, mais je vais vous donner tous les éléments possibles pour essayer de comprendre la fièvre. Alors derrière cette forte valeur informative, laissez-moi être parfaitement transparent. Les situations où nous devrions faire baisser la fièvre chez les enfants sont vraiment exceptionnelles. Comme je vous expliquais tout à l'heure, une fièvre est une expression de vitalité et donc de force. Mais pour déployer de la force, cette chose demande beaucoup d'énergie et nécessite également de l'oxygène. Alors voici quelques exemples tout à fait non exhaustifs des cas dans lesquels, s'il y a une fièvre, il faut, à mon sens, venir systématiquement consulter un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous donner un conseil si utiliser ou pas les médicaments antipyrétiques. Alors dans le cas de bronchiolite, donc de maladies pulmonaires qui sont quand même assez gênantes, donc on les reconnaît chez les enfants et si la fièvre en est associée, il faut y aller immédiatement. Si vous avez un enfant qui présente des anomalies hormonales, comme l'insuffisance cortico-surrénale par exemple, ou du sang, on appelle ça de la drépanocytose, ce sont quand même des maladies assez rares. Elles sont détectées normalement très tôt dans la vie d'un enfant et qui obligent dans tous ces cas à faire baisser la fièvre. Ça reste encore une fois des cas assez exceptionnels et donc les parents de ces enfants en règle générale sont très prévenus et ils savent parfaitement ce qu'il faut faire. Alors, dans l'immense majorité des cas, la fièvre est plus que respectable, donc une alliée précieuse pour nos enfants. Mais alors, quel impact négatif de la fièvre sur l'enfant ? Alors c'est vrai, la plupart des fièvres ne sont pas non plus des parties de plaisir pour les enfants. S'il est vrai que ceci peut avoir un vrai propre pouvoir de guérison sur un plan biologique, restons tout à fait cohérents. Il y a également un aspect humain. Lorsque nos enfants ont la fièvre, son comportement il est très différent et ceci nous impacte en tant que parents. C'est ce que nous appellerons, si vous voulez, ce que nous définissons normalement le comportement malade de nos enfants. Alors, principalement, notre enfant, lorsqu'il a de la fièvre, il présentera ces genres de comportements. Il jouera beaucoup moins, il bougera beaucoup moins, il sera beaucoup plus tranquille, et il aura une air fatigué, il sera plutôt désintéressé, il se coupe en quelque sorte de son environnement. Il communiquera moins et il perdra peut-être de l'appétit. Il peut être également plus grognon, se mettre en colère plus facilement, ou alors pleurnicher, comme s'il paraîtrait douloureux. Alors sachez que scientifiquement, ces modifications ne sont ni systématiques ni permanentes pendant la fièvre. En effet, les pédiatres qui étaient convaincus que tous ces effets-là n'étaient que des effets, des manifestations différentes de la fièvre, à l'époque, les pédiatres disaient votre enfant est en train de tolérer mal sa fièvre, de mal tolérer sa fièvre. Mais dans la réalité des choses, aujourd'hui, on sait que la fièvre n'est pas responsable de toutes ces manifestations-là, qui sont peut-être indépendantes de la hauteur de la fièvre d'ailleurs. La preuve, observons nos enfants. Des fois, avec un 40, voire plus, on peut observer nos enfants courir comme le vent, sauter dans tous les sens, et vous jurerez qu'il va parfaitement bien. D'autres fois, un simple, entre guillemets, 38,3, 38,5, notre enfant paraît complètement abattu, voire léthargique ou apathique. Ces modifications sont des expressions de l'immunité de l'enfant et non pas de sa fièvre. Arrêtons donc de nous désespérer face à un enfant qui refuse de manger. Ça veut tout simplement dire que toute son énergie est dédiée à sa défense. Pas le moment d'en utiliser plein pour essayer de digérer quelque chose. Je le dis en effet très très souvent lors de mes consultations en ligne, 2 facteurs ou symptômes qui sont co-présents ne sont pas forcément corrélés. Okay? Autrement dit, si moi et vous, nous arrivons au même moment chez le boulanger, ceci ne signifie pas que nous nous connaissons. Donc fièvre et comportement malade sont 2 aspects de la réaction immunitaire de votre enfant et largement indépendants l'un de l'autre. D'ailleurs,
permettez-moi d'y rajouter que ce sont des aspects très positifs d'un enfant qui est actif et vital. Donc, fièvre plus comportement malade sont des facteurs co-présents mais indépendants. On me demande aussi très souvent que faut-il faire lorsque nous faisons face à ce comportement malade. Alors dans la plupart des cas, la réponse plus intelligente et respectueuse vis-à-vis de vos enfants que j'aurais à vous donner, c'est rien. Ou mieux, nous ne devrions pas intervenir sur ce comportement malade, surtout lorsque le confort de notre enfant n'est pas ou peu modifié. Par exemple, s'il ne paraît pas avoir mal, ne pleure pas, n'est pas irritable. Au contrario, et là, je fais vraiment appel à votre instinct parental. Si en observant votre enfant, vous vous apercevez qu'il vous semble souffrant, qu'il vous paraît vraiment très inconfortable, et bien là, pas d'hésitation, le traitement est nécessaire. Mais alors, quel traitement ? Je reste toujours de l'idée que donner un médicament à un corps revienne un peu à lui imposer un ordre. Les conséquences logiques alors sera une résistance. Dans le cas de la pharmacopée de synthèse, on appelle ceci un effet secondaire. Je vous conseillerais donc plutôt une méthode d'information du corps de l'enfant qui ne comportera donc aucun effet secondaire, mais qui est tout aussi efficace. Et je vous parlerai donc de mes recettes, mes listes fétiches de homéopathie. Alors, premier parmi tous, l'Aconitum napellus. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais de toute façon publier cet épisode comme à chaque fois en version écrite sur mon blog et vous allez pouvoir facilement le retrouver car il porte toujours le même titre, mais vous aurez au moins les informations écrites. Pas besoin de prendre un papier en catastrophe ou noter ça sur le papier du fromage si vous m'écoutez en mangeant à midi. Si c'est le cas, bon appétit d'ailleurs. Premier de la liste, l'Aconitum napellus. Alors, je donne souvent ce remède à mes enfants lorsque je m'aperçois que la fièvre elle est soudaine, elle apparaît de manière très intense et que, ou si j'observe mon enfant qui commence déjà à présenter des sueurs ou il commence à frissonner. Je conseille également la belladonna lorsque la fièvre présente aussi des rougeurs. Lorsque ma fille, par exemple, elle a le visage qui est très très chaud, elle a peut-être mal à la tête, elle a des douleurs au niveau des membres. Le Forum phosphoricum, on se croirait chez Harry Potter. Je l'utilise plutôt lorsque la fièvre elle est légère, si ma fille elle commence à me dire qu'elle se sent un tout petit peu fatiguée, s'il se sent un tout petit peu faible, si elle se réveille avec une petite fièvre par exemple après une sieste alors qu'elle était bien toute la matinée. Ferrum phosphoricum, ça marche vraiment très bien. Pulsatilla, alors ça c'est plutôt encore une fois pour des fièvres légères ou alors lorsque ma fille présente aussi un peu de mal au ventre. Donc s'il y a du mal au ventre, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Accompagné par la bryonia, la pulsatilla fonctionne également très très bien. Si les maux de ventre deviennent intenses, ils sont accompagnés par des grosses courbatures et des grands états de fatigue. Concernant les antipyrétiques de synthèse, alors parlons clair, paracétamol ou ibuprofène, laissez-moi vous donner un juste conseil. Ils ne sont pas anodins pour le corps de nos enfants. Parmi les effets secondaires les plus courants, je vous rappellerai la nausée, les vomissements, des douleurs de l'estomac, ainsi que des éruptions cutanées. Alors, dans des rares cas, cela peut aller jusqu'au fait que les antipyrétiques peuvent également causer des réactions allergiques assez graves. Donc, l'utilisation excessive de ces médicaments peut également être préoccupante, parce que cela peut masquer en réalité les symptômes qui sont derrière les maladies de nos enfants. Alors il fait beaucoup de fièvre, mais on arrive à gérer ça avec un antipyrétique et on n'observe pas finalement s'il y a une infection bactérienne qui est très sévère derrière. Imaginons par exemple la méningite, la pneumonie, la fièvre, elle était là pour nous alerter de cela. Nous avons artificiellement utilisé un médicament pour venir la masquer et on a masqué ce qui est en train de se passer derrière. Les bactéries continueront donc leur prolifération.
De plus, l'utilisation fréquente des antipyrétiques peut affecter vraiment très négativement le foie et les reins de nos enfants. Et encore plus pour tous ces enfants qui prennent d'autres médicaments et qui ont donc des antécédents et des problématiques avec la sphère, si vous voulez, hépatorénale. N'oublions pas d'ailleurs que certaines antipyrétiques contiennent de l'aspirine, qui peut être vraiment très dangereuse chez les enfants. À mon avis, donner un antipyrétique revient à donner un calmant à quelqu'un qui réagit à une agression. On me pose aussi souvent la question concernant les bains froids. Même les remèdes de grand-mère cachent parfois des aberrations scientifiques. Vous l'aurez peut-être compris. Aujourd'hui, je ne souhaite épargner personne. Alors, évitons les bains froids, ainsi que les compresses froides d'ailleurs. Cela peut aggraver la fièvre et entraîner des complications. Lorsque le corps de nos enfants lutte à une infection, il produit de la chaleur pour tuer ces germes. Si nous exposons le corps à une température plus froide de 37 degrés, donc une température plus froide que celle du corps, cela peut interférer avec la capacité de ce dernier à combattre l'infection, d'une part, mais parfois, ça produit un vrai propre choc parce que le corps peut répondre en produisant encore plus de chaleur pour compenser la perte de chaleur. De plus, les bains froids, ainsi que les compresses froides, j'insiste encore là-dessus, peuvent vraiment provoquer des frissons chez nos enfants et engendrer un vrai propre choc de température corporelle, un vrai propre choc thermique qui est dangereux, en particulier chez les enfants les plus petits. Donc, merci mamie, mais non. Je ferai également un petit zoom sur les convulsions fébriles. C'est une question qui revient énormément et vous avez raison, cela mérite qu'on y dépense un tout petit peu de temps. La fièvre, en réalité, peut parfois créer des crises convulsives, en particulier dans tous les enfants qui ont un âge compris entre les 6 mois et les 5 ans. Alors, cette condition, en réalité, elle est relativement courante et touche entre le 3 et le 4% des enfants. En particulier, chez ces enfants qui ont des antécédents familiaux de ce genre de problématiques. Donc, sont en règle générale plutôt inoffensives. Ils ne causent pas du tout des dommages au niveau du cerveau ni des organes de nos enfants. Je sais, elles sont souvent effrayantes pour les parents car elles peuvent produire des secousses musculaires, une perte de connaissance et en quelque sorte on voit nos enfants qui ont les yeux qui roulent. Mais ces convulsions ne durent en réalité que quelques secondes, voire quelques minutes. Elles ont complètement disparu dans l'espace de 5 minutes maximum. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que bien que ces convulsions soient souvent causées par une fièvre qui est élevée, la fièvre elle-même n'est pas dangereuse pour la plupart des enfants. Cependant, il est important de surveiller la température de l'enfant et le traiter si trop élevé pour éviter que les convulsions fébriles ne se produisent. Si un enfant a une convulsion, alors il est important de garder un environnement qui est calme, de surveiller sa respiration, surveiller sa température, le mettre en position latérale de sécurité. Et si vous observez que les convulsions durent plus que 5 minutes ou si l'enfant a du mal à respirer, il faut immédiatement appeler le numéro 15 du SAMU. Lorsque la crise s'arrête, prenez souvent sa température et rendez-vous chez le pédiatre ou alors aux urgences pour essayer de, en quelque sorte, préciser la nature des maladies à l'origine de la réaction de l'enfant. En résumé, on parle de fièvre lorsque la température de nos enfants dépasse ou arrive à 38 degrés. La fièvre n'est pas une maladie, plutôt le signe que nos enfants ils sont en train de bien réagir à un problème de santé en activant les défenses immunitaires face à une agression. Laissez-moi vous donner quelques conseils. Alors, principalement, comment faut faire pour prendre efficacement la température? Alors, chez les tout petits, disons moins de 3 ans, la prise rectale avec un thermomètre à sonde qui est molle est conseillée parce qu'elle est la plus précise. Alors, au-delà de cet âge-là, au-delà des 3 ans, le thermomètre auriculaire infrarouge fera très bien l'affaire. Voilà comment je vous conseillerais également de réagir dans le cas de fièvre. Alors, surveillez bien sûr l'hydratation et proposez souvent à boire. Si il est allaité, proposez le sein, ça c'est très bien. Ne pas le forcer à manger. Pour moi, c'est une erreur. Proposez également des desserts juste parce qu'il les aime.
Ne surhabillez pas les plus petits et découvrez, selon les sensations pour ceux qui ont des enfants un tout petit peu plus grands. Soyez à disposition. À quel moment faut-il consulter chez le pédiatre? Alors, pour tous les bébés qui ont moins de 3 mois, il faut le consulter dans la journée ou se rendre aux urgences. Pour les bébés donc, qui ont plus de 3 mois, consultez si la fièvre persiste pour plus de 3 jours, mais toujours consultez si votre enfant il est essoufflé, s'il est vraiment douloureux, s'il est pâle, s'il vomit en jet, si son comportement est inquiétant ou alors vraiment inhabituel. Voici ma règle d'or pour aider nos enfants à tirer le mieux de ce que la fièvre peut offrir en termes d'apprentissage. Apprenons, nous, avant tout, à observer nos enfants. S'ils ne présentent pas de souffrance, si le confort de votre enfant est encore là, il n'est pas nécessaire de faire baisser la fièvre. Réapprenons que respecter la fièvre de nos enfants, c'est respecter leur croissance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.